Yannick Sinner est en train de rentrer dans la cour des grands. Quelques jours après avoir concassé Daniil Medvedev, c'est le même tarif pour Grigor Dimitrov en finale de Miami, 6-3, 6-1. C'est son deuxième titre en Masters 1000, quelques mois après le premier. C'était au Canada en fin 2023. Et surtout, il va passer deuxième mondial, ce qui fait que son prochain grand objectif, c'est de rallier cette première place mondiale. Et c'est totalement possible avec la saison sur terre qui arrive. On va revenir sur le sacre de l'Italien, mais également sur celui de Daniel Collins contre les Elena Rybakina. Il y a pas mal de choses à dire. On va débriefer de ce tournoi de Miami. C'est parti, jingle. Comme je te le disais en introduction, Yannick Sinner s'impose 6-3, 6-1 contre Grigor Dimitrov. La troisième fut la bonne en Floride, étant donné que les deux premières se sont conclues par des déconvenues en 2021 contre Hurkacz, en 2023 contre Daniil Medvedev. Et là, dans ce match, c'est le Bulgare qui a pris le meilleur départ. Il servait extrêmement bien. Côté coup droit, il arrivait vraiment à agresser son adversaire, profiter des fautes de l'Italien dans ce compartiment du jeu-là, où on sait qu'il a tendance à être un petit peu trop erratique, ce qui fait qu'il va se procurer la première occasion de break, ce qui va être la seule de la rencontre pour le Bulgare. Il ne va pas la faire, il aurait pu mener 3-1, et ensuite on va avoir un Yannick Sinner qui va se régler. Côté coup droit, il va faire beaucoup moins de déchets, et surtout, Grigor Dimitrov, qui se montrait très offensif dans ce début de match, va tendance à passer de l'autre côté. C'est-à-dire qu'il va vouloir prendre de vitesse son adversaire, lui priver un maximum de temps, l'agresser le plus possible. Mais derrière, le risque, c'est de surjouer et surtout de se précipiter. On l'a vu avec certains décalages côté coup droit, où il allait à la faute, des slices un petit peu flottants, des montées au filet en tongs, où c'était très compliqué pour lui derrière, parce qu'il n'arrivait pas à faire cette petite volée courte, ce qui fait que Yannick Sinner se régalait pour faire des passing shots. Il en a fait des merveilleux dans cette rencontre. Donc vraiment très très solide de la part de Sinner qui a su élever son niveau de jeu petit à petit. Donc on a ce début où Dimitrov, il va faire une bonne entame, il va bien rentrer dans ce match, mais derrière Yannick Sinner va totalement dérouler, il va museler son adversaire, l'asphyxier en permanence avec sa puissance, la profondeur de ses frappes, notamment côté revers, où derrière dès qu'il avait des balles compliquées à négocier au service, pas de problème, une première, une deuxième, soit au corps, soit sur le revers de son adversaire, ce que n'a pas su faire suffisamment Alcaraz dans son match contre Dimitrov, où justement, sur la fin de la rencontre, il servait beaucoup plus au corps, où jusqu'à présent, il était trop sur un schéma de jeu sur le revers de Dimitrov, qui relançait très bien d'ailleurs dans ce match. Donc là, ça est devenu très très compliqué pour Grigor Dimitrov, étant donné que Yannick Sinner, il avait la parade, le service puissant, voilà, sur le corps ou au revers, ce qui fait que derrière, il se procurait une balle courte, il pouvait attaquer. Et dans la diagonale revers, pareil, il trouvait beaucoup de longueur, de profondeur, de constance, ce qui fait que Dimitrov, il était souvent pris de vitesse, et avec son slice, soit ça allait au filet, soit il faisait une énorme faute. Il n'a pas réussi à faire mal à Yannick Sinner, et l'Italien, la qualité de sa balle, finalement, il a fait joujou avec son adversaire. C'était un adversaire random un petit peu, le Bulgare dans ce match, alors qu'il a fait de très bonnes performances contre Alcaraz, contre Zverev. Mais là, la qualité moyenne de Yannick Sinner, c'est vraiment au-dessus. Et très vite, il s'est détaché dans ce premier set en faisant le double break. Et ensuite, il n'a plus existé dans le second set, ce qui fait qu'Yannick Sinner s'impose 6-3, 6-1 en corrigeant son adversaire. Ce qu'on peut retenir au niveau de la feuille de stats, c'est que Yannick Sinner, il a fait que 56% de première balle, mais derrière, qu'est-ce que c'est solide, 88% sur sa première balle de points gagnés et 63% sur sa seconde balle. Tout l'inverse de Dimitrov, qui lui a passé plus de premières, 64%, mais derrière, c'est 59% sur sa première et 50% sur sa seconde balle. Donc c'est devenu très compliqué pour le Bulgare face à la qualité de relance de l'Italien qui relançait à chaque fois profond dans les jambes et qui privait un petit peu son adversaire du service plus 1. On a donc un Italien qui ce lundi sera deuxième mondial à 1015 points de retard sur Djokovic, et forcément la saison sur terre battue va redistribuer un petit peu les cartes, sachant que le Serbe a plus de 2000 points à défendre d'ici Roland Garros, là où Yannick Sinner en a très peu parce qu'il n'avait pas fait une grande campagne terrienne en 2023. Donc pourquoi pas le voir à la fin de la saison sur terre, numéro 1 mondial, c'est totalement possible. Il va devoir vraiment bien jauger son calendrier. On sait que le risque de blessure n'est pas de 0, donc il va vraiment devoir choisir ses événements et ne pas trop forcer pour atteindre son pic de forme quand ça compte, c'est-à-dire un Roland Garros. Et c'est complètement dingue ce qu'il nous fait parce que depuis son Masters 1000 acquis au Canada en 2023, il a disputé 7 finales pour 6 titres. Donc certes, il y a eu ce petit passage à vide à l'US Open où il sort contre un excellent Zverev, mais ensuite, il est toujours au rendez-vous et sa seule déconvenue, c'est cette finale perdue aux ATP Finals contre Novak Djokovic. Ensuite, il y a eu ce match décousu il y a quelques jours à Indian Wells contre Carlos Alcaraz, mais vraiment, il est rentré dans la cour des grands. 22 victoires, une défaite en 2024, 42 victoires sur ses 45 derniers matchs, des défaites contre Shelton à Shanghai, Djokovic à Turin et Alcaraz en Californie.
Et j'ai vraiment envie de saluer l'évolution du jeu de Yannick Sinner depuis le second semestre de l'année 2023, où c'est extrêmement solide. Le service passe beaucoup mieux, c'est beaucoup plus puissant, beaucoup plus précis. Il a beaucoup plus de points gratuits. Derrière, c'est plus stable côté coup droit, même si ça peut être un petit peu son péché mignon, être trop erratique dans ce compartiment du jeu-là. On l'a vu contre Alcaraz, on l'a vu en début de rencontre contre Grigor Dimitrov, et c'est merveilleux côté revers ce qu'il arrive à faire, cette profondeur, cette longueur, arriver à attaquer ensuite longue ligne, et il varie un petit peu plus, on l'a vu, monter au filet, il a 100% de réussite en finale à Miami cette année contre Grigor Dimitrov, où à chaque fois, il a su faire mouche. Donc honnêtement, ça promet pour le reste de la saison s'il arrive à garder le cap. On pensait à la fin d'un cycle après son match compliqué contre Grigspor, mais il a répondu présent en corrigeant Medvedev en demi-finale et en corrigeant Grigor Dimitrov en finale. Il faut également saluer la performance de Grigor Dimitrov qui a sorti Alcaraz et Zverev. Zverev contre qui il est resté sur 7 défaites consécutives. C'est merveilleux quand tous les astres sont alignés pour Grigor Dimitrov à 32 ans. Il a un second souffle. Là, il est beaucoup plus constant. Son service, son coup droit se sont améliorés. En 2023, c'est seulement 5 défaites contre des joueurs bien classés que lui. Donc, il est beaucoup plus régulier et ça fait forcément la différence. Et au final, là, il revient dans le top 10, ce qui est une première depuis 2018, et c'est également le retour du revers à une main dans le top 10. Du côté des dames, Collins s'impose contre Rybakina 7-5, 6-3. C'est vraiment la belle histoire de cette quinzaine floridienne, étant donné que la locale s'impose avec quand même un sacré parcours, 5 têtes de série sur sa route, Potapova, Cirstea, Garcia, Alexandrova et Rybakina en finale pour décrocher le plus grand titre de sa carrière. L'américaine qui a des maladies récurrentes, qui a dit qu'elle prendrait sa retraite à la fin de la saison 2024. Là, elle fait un grand coup. Elle a seulement perdu un set, c'était lors de son premier tour contre Pera. Et derrière, elle a su faire déjouer les pronostics et déjouer Rybakina, étant donné que la Kazakhstanaise s'était déjà inclinée en finale à Miami l'an dernier contre Kvitova. Elle avait du mal à ce stade de la compétition. Mais là, je pense qu'elle est arrivée un petit peu essoufflée. 4 de ces 5 matchs pour arriver en finale ont été disputés au troisième set. Donc forcément, elle a manqué d'énergie, de jus. Elle commettait énormément de fautes et Collins, avec son agressivité, lui a vraiment privé de temps. D'autant plus qu'elle a été plus réaliste, sachant que c'est 3 breaks convertis sur 7, là où Rybakina, c'est 1 sur 11. Donc vraiment, on la sentait en manque de jus dans ce match et Collins, devant son public, a su triompher avec cette qualité aussi côté revers. Franchement, elle a fait des merveilles. Et Rybakina, c'est son ratio en finale qui pose problème. 7 victoires, 11 défaites. Donc ça va être à corriger si elle veut vraiment s'installer dans les meilleures joueuses du monde. On sait qu'elle fait partie avec Swiatek, Sabalenka et Gauff de ce Big Four un petit peu féminin. Mais je pense qu'elle va devoir insister un petit peu plus, passer un cap pour être beaucoup plus régulière et à ce stade de la compétition, arriver à disputer son meilleur tennis. Si tu nous connais pas, nous c'est Games Talk et on aide les passionnés de tennis comme toi à décrypter l'actualité de la petite balle jaune. On a eu un Sunshine Double assez sympa, mais là il y a la saison sur terre qui s'annonce gargantuesque. Donc si tu ne veux rien manquer, tu prends ta raquette et tu fais ton meilleur smash sur le bouton pour t'abonner. Et si ce contenu t'apporte de la valeur, tu peux mettre un petit pouce bleu pour qu'il soit recommandé à d'autres passionnés comme toi. Là, comme tu peux le voir, la finale vient de se terminer il y a quelques minutes, donc je suis forcément dans la réaction à chaud, où j'ai pas mal de choses à te dire, sachant qu'on était en live pour commenter ce match. Et si on revient un petit peu sur cette quinzaine floridienne, si on prend du recul, on peut dire quand même qu'on a été assez déçus. Certes, la fin de tournoi avec Dimitrov qui fait des dingueries, ce superbe Dimitrov-Zverev, c'est très cool, et également le parcours de Yannick Sinner avec cette démontada en demi-finale et en finale. Mais globalement, le niveau n'a pas forcément été au rendez-vous. On s'est un petit peu ennuyé. Il y a eu ces intempéries qui ont reculé les échéances de démarrage du tournoi. Et après, ce format, je pense qu'il est en question parce que c'est très long. On a du mal à se mettre dedans assez rapidement. Et c'est vrai que cette quinzaine, c'est pas le meilleur format pour les Masters 1000. Là, on a hâte de revivre un petit peu avec Monte Carlo. On en profite de ce format sur une semaine. Mais je sais pas ce que tu en penses, mais en termes de niveau de jeu, c'était pas forcément au rendez-vous. On a eu Indian Wells qui, lui aussi, en termes de niveau de jeu, n'était pas folichon. Je pense que le meilleur tournoi du début d'année, c'est vraiment l'Open d'Australie. Mais on a eu un manque d'histoire à raconter à Indian Wells. On a eu Rafa, on a eu Djokovic, on a eu le retour d'Alcaraz. Là, ok, on a toujours l'inarrêtable Yannick Sinner, la belle histoire de Collins, de Dimitrov. Franchement, ça fait plaisir. Mais en termes de niveau de jeu, encore une fois, pour moi, ça manque d'un souffle épique. Qu'est-ce qu'on peut retenir d'autre, à part ces belles histoires? Également Daniil Medvedev, qui est peut-être dans un tournant au niveau de sa carrière. C'est la 4e roue du carrosse. On l'a vu contre Yannick Sinner. Ça va devenir de plus en plus compliqué contre du Sinner, du Alcaraz, du Djokovic. C'est clair, Medvedev, il arrive à s'imposer contre 95% du circuit. Mais pour aller chercher les 5% restants, c'est là que c'est le plus compliqué pour lui parce qu'il a des défaillances techniques, tennistiques, qui lui posent problème.
Son service n'est plus à la hauteur de ses belles années 2021 depuis son hernie. C'est très compliqué pour lui. Il passe beaucoup moins de premières balles, il est moins tranchant. C'est un excellent joueur défensif. Par contre, il lui manque une panoplie offensive. Et contre ses tout meilleurs, c'est ça qui doit faire la différence. Et côté coup droit, c'est un petit peu trop passif. Ensuite, il y a sa position à la relance et globalement sa position sur le court, où là, c'est compliqué parce qu'il a le cul entre deux chaises. Soit il se recule, mais il s'expose au service volé, soit il s'avance, mais de par, on va dire, son amplitude technique, côté coup droit, côté revers, finalement, il est un peu privé de temps et de sa zone de confort, donc il peut aller à la faute. Après, voilà, il y a ce dosage d'agressivité qu'on a vu lors de ses 2 premiers sets contre Yannick Sinner en finale de l'Open d'Australie. Mais c'est pas évident pour lui de le mettre en place. Ça a été compliqué contre Sinner où il se prend une doudoune, qu'on se le dise. Donc ça a pu mettre en évidence certaines lacunes et un peu ce plafond du Russe qui n'est pas tout jeune. D'autant plus que là, il y a la saison sur terre qui commence et on sait que c'est pas sa meilleure période, même s'il s'est imposé l'an dernier à Rome et qu'il a quand même quelques points à défendre. On pourra également retenir les bonnes performances de Caro Garcia qui s'incline contre la future lauréate et également le GOAT en double Juan Bopana qui a 44 ans avec Matthew Ebden, il décroche un 6e titre en Masters 1000. Il avait déjà pris l'Open d'Australie en début de saison. Franchement, ça c'est assez monstrueux. En tout cas, nous on est déjà tourné vers la terre battue. Ça commence cette semaine. Houston, Marrakech, Estoril et ensuite Monte Carlo, Madrid et Rome qui vont nous mener tranquillement jusqu'à Roland-Garros. On espère avoir des batailles épiques, un classement chamboulé. Nos nuits de sommeil vont nous remercier parce que c'est des horaires européennes et pas des nocturnes. Donc ça fait extrêmement plaisir. Je peux te remercier également, toi qui nous suis tout au long de cette quinzaine floridienne. Ça nous a fait extrêmement plaisir de te produire ce contenu. Et tiens-toi bien prêt parce qu'il y a des grosses dingueries qui arrivent pour le trimestre terrien. Là, on te prépare de très très belles vidéos. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Si tu ne veux rien manquer, en patientant, tu peux aller voir cette vidéo sur Yannick Sinner où on explique un petit peu l'évolution du joueur qui était à la base un skieur et qui est devenu l'un des meilleurs joueurs de tennis du monde et le joueur de la saison 2024.